Alors, bienvenue tout le monde. Une des premières choses que nous allons faire ici, ça va être de passer à travers les composantes d'accessibilité et l'ordre du jour pour aujourd'hui. Alors, merci à une donation généreuse de la Fondation Calgary et nous avons plusieurs composantes de communication en place grâce à cela. Notre réunion aujourd'hui va inclure interprétation simultanée en anglais, français et vice-versa, et interprétation ASL, LSQ, sous-titrage codé anglais et français. Prenez un moment pour ajuster vos paramètres selon vos besoins. Vous pouvez choisir en bas de choisir en anglais ou en français. C'est en bas à droite de votre page. Vous pouvez le faire en choisissant les options d'interprétation sur le menu Zoom. Une fois que vous aurez choisi votre option, vous n'aurez pas à changer de langue pendant la présentation. Mais vous devez choisir la langue, même si vous voulez écouter la présentation en anglais. Et si vous avez un dispositif mobile, téléphone, une tablette, vous pouvez trouver l'interprétation de langue sous les options qui s'intitulent More ou Plus en français. Si vous avez besoin de ASL ou LSQ, nos interprètes aujourd'hui sont Carmen et Melissa et l'interprète est Melissa. Nous allons nous référer à ces composantes pendant la présentation. Alors, nous recommandons d'utiliser le Zoom Speaker View, le Zoom pour voir les interprètes, les présentateurs actuels. Si vous utilisez des raccourcis, vous pouvez appuyer sur Alt F1 sur votre ordinateur pour basculer entre ces vues. Si vous utilisez un Mac, vous pouvez le faire en appuyant sur Command Shift W. Pour activer les légendes, sélectionnez l'option légende dans le menu Zoom. Si vous souhaitez ajuster la taille et l'emplacement de ces sous-titres, vous devrez vous rendre dans les paramètres d'accessibilité de Zoom. Alors, pour résumer, les options d'accessibilité, sélectionnez votre langue en utilisant l'option d'interprétation, sélectionnez l'affichage du haut-parleur et activez les sous-titres si nécessaire. Et enfin, si vous avez des idées à partager, mettez vos commentaires dans la boîte de clavardage qui ira directement aux membres du panel. Et si nous avons le temps pour des questions et réponses plus tard, nous serons très heureux de le faire. Mais l'ordre du jour aujourd'hui est d'abord la reconnaissance des terres. Et puis, nous allons entendre différentes voix de personnes en situation de handicap. Alors, il y aura Michael, Brent et Michel. Alors, si on peut vous appuyer au cours de la présentation, si vous laissez un commentaire donc, dans la boîte à clavardage, quelqu'un vous aidera. Ceci dit, je remets le message à Margot pour aller de l'avant. Merci d'être ici. Merci, Andrea. J'aimerais reconnaître que nous sommes sur le territoire traité numéro 6, un lieu de rencontre traditionnel, un lieu de rassemblement et une route de voyage pour les cris, le solteo, le sautil, Blackfoot, Métis, Dené, Nakotasiu et plus particulièrement l'espace ancestral de la nation Papaches Cree. Traité numéro 7, territoire du traité il inclut les pieds noirs, les Siksika, les Picanis, les Kanaï et les Tsutina des Premières Nations et Stoney Nakoda. Nous reconnaissons donc tous les territoires métis et Inuits qui ont voyagé et qui ont vécu sur ces terres pendant des milliers d'années. Alors, les prestations d'invalidité du Canada est une étape importante pour fournir aux personnes qui en ont besoin l'autonomie et l'encouragement dont ils ont besoin. Donc, pour aller de l'avant avec ceci, l'introduction, ces mesures doivent être prises sans plus attendre. Et nous sommes très heureux que vous ayez pris le temps aujourd'hui de vous joindre à nous pour tenir cette conversation, pour que vous puissiez mettre de la pression sur vos représentants gouvernementaux afin de reconnaître l'importance de ces besoins. Alors, handicap sans pauvreté à Alberta,
vous invite à accueillir nos trois conférenciers. Michelle Hewitt est une militante de la cause des personnes handicapées dans le centre de Kanaka en Colombie-Britannique. Elle est actuellement coprésidente de Handicap sans pauvreté, un mouvement populaire visant à éliminer la pauvreté des personnes handicapées au Canada. Elle a été directrice d'école jusqu'en 2008, lorsqu'une forme agressive de sclérose en plaques a mis fin à sa carrière. Comme elle voit maintenant la vie en fauteuil roulant, elle est constamment frappée par les inégalités auxquelles les personnes handicapées sont confrontées. Insatisfaite du status quo, elle s'efforce de faire avancer le changement systémique en tant que bénévole auprès d'un certain nombre de groupes de défense des personnes handicapées. Elle est consciente de la nécessité d'affiner ses arguments militants, suivi des cours département d'études sur le handicap de l'Université Ryerson, de l'Université étant rallumée. Michelle poursuit maintenant son doctorat à UBC au Canada, où elle étudie les options de soins pour les personnes handicapées d'âge actif atteintes d'une maladie progressive avancée. En général, tout cela se passe depuis son lit en compagnie de son chien de montagne bernois. Bienvenue, Michel. Merci Margot et bienvenue à tout le monde. Je vous viens aujourd'hui de Kelowna BC, des territoires autochtones non cédés. Comme il a été dit dans ma biographie, en plus de ma passion, c'est d'éradiquer les handicaps et le manque d'appui pour les personnes handicapées ou vivant en situation de handicap. Alors, merci à Andrea pour cette présentation aujourd'hui. Excusez-moi, je me remets aussi de la COVID, alors j'ai un chat dans la gorge. Alors, je vais vous donner une présentation de ce que nous voulons dire par handicap sans pauvreté, puis les possibilités présentées par les prestations d'invalidité du Canada. Alors, je sais que certains d'entre vous m'ont entendu parler auparavant, alors je vais combiner d'anciens messages à de nouveaux. Merci. Prochaine diapo. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ces prestations canadiennes pour personnes en situation d'invalidité. Ça a été présenté lors du discours du trône il y a quelques années et depuis, il y a de l'argent qui a été mis de côté pour le budget 2021. Rendu à l'été de 2021, nous avons eu un projet de loi, C-35, puis nous avons eu pas mal d'attention sur différentes plateformes électorales qui étaient très encourageantes, mais surtout la plateforme libérale lors du gouvernement minoritaire. Et donc, le ministre Poiltreau et le Premier ministre ont dit que ces prestations seront octroyées, mais nous savons que nous avons vécu plusieurs tables rondes, que nous avons eu l'opinion des gens dans bien des secteurs, de personnes avec handicap et différentes organisations. Cependant, les gens handicapés qui vivent en pauvreté ont besoin d'action maintenant. C'était assez mal, ça allait assez mal avant la pandémie, c'est encore pire depuis. Nous avons de l'inflation, mais aucun changement dans les paiements et les prestations offertes. Alors, je crois que nous n'avons plus assez de mots pour décrire la profondeur de cette crise. Alors, j'aimerais vous amener sur un petit voyage. Imaginez un groupe de 100 Canadiens, de jeunes vieux d'un océan à l'autre, qui représentent une riche diversité de ce pays. Je les vois se parler, rire, partager des photos avec leur famille. 10 de ces Canadiens vivent dans la pauvreté. Bien sûr qu'ils peuvent se joindre et vous ne saurez peut-être même pas de quelle 10 personnes il est question. Hein? Ou même si elles ne savent pas comment elles vont pouvoir nourrir leur famille ou garder un toit sur leur tête. Et tous les autres enjeux qui viennent avec la pauvreté. Prochaine diapo. Alors, de ces 10 Canadiens ou Canadiens, 4 sont handicapés.
En plus de leur inquiétude sur le logement, vêtements, aliments, ils ne peuvent pas payer pour les soins dont ils ont besoin ou les dispositifs médicaux dont ils ont besoin pour fonctionner. Quand on regarde les statistiques de plus près, on peut voir que 22% des Canadiens sont en situation de handicap et ils représentent 41% des gens vivant en pauvreté. Ils sont donc surreprésentés dans le groupe de personnes en situation de pauvreté. La plupart des gens avec handicap qui vivent en pauvreté vivent sans aide, sans aide des différents paliers gouvernementaux. Les 52 ces lignes de pauvreté qui sont établies au Canada. Si vous vivez au Canada, l'aide offerte, les prestations d'invalidité est déjà inférieure à la ligne de pauvreté. En Terre-Neuve, le taux d'aide est de 1 900 $, alors que la ligne de pauvreté est de 1 877. Alors, en allant plus au nord à Iqaluit, vous allez voir que le taux d'aide est de 1019, alors que la ligne de pauvreté n'a même pas été encore calculée. C'est le dernier des territoires où cela se produit. Et nous savons aussi que les aliments coûtent beaucoup plus cher. Un jus d'orange peut coûter 26 $ la bouteille. Tout coûte beaucoup plus cher dans le Nord. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, handicap sans pauvreté. Nous croyons que la promesse d'offrir des prestations est trop importante pour que les gouvernements soient laissés à eux-mêmes. Ces prestations doivent bénéficier les gens qui en ont besoin et il faut que l'on arrive à des changements systémiques pour que ça se produise. Il faut que ce soit conçu avec la coopération des personnes en situation de handicap. Prochaine diapo. Ce n'est pas quelque chose que seulement les personnes avec handicap ont découvert. En été de 2021, nous avons demandé un sondage pour voir où se positionnent les Canadiens. 9 Canadiens sur 10 sont en faveur des prestations d'invalidité du Canada. La plupart de cet appui venait du Québec. 88% des gens étaient d'accord en disant que des prestations d'invalidité du Canada est un engagement essentiel pour le gouvernement. Le moment est venu que le pays s'unisse et mette fin à le handicap sans pauvreté. Alors, je l'ai dit souvent et je me demande si il y a 12 personnes qui ne pensent pas que cela soit un problème. Mais je crois et je veux croire que personne ne peut dire ou croire qu'une personne handicapée devrait vivre en pauvreté. Alors, le mouvement handicap sans pauvreté est un mouvement assez récent. Nous croyons que toute personne en situation de handicap, qu'aucune personne en situation de handicap devait vivre en pauvreté. Nous travaillons le plus fort possible pour remédier à cette situation. Prochaine diapo. Alors, nous avons été très occupés l'année dernière. Nous sommes réunis comme groupe de leadership pour personnes en situation de handicap pour déterminer le chemin que nous voulions entreprendre. Nous avons parlé aux médias ou à toute personne qui voudrait écouter. Nous sommes aussi assurés d'aller directement au système gouvernemental qui pourrait effectuer ces changements. Prochaine diapo. Alors, après cette première année, nous avons exercé notre focus. Nous savons qu'à chaque moment que nous aurons de nouvelles que ce projet de loi aura été introduit à la Chambre. Mais nous devons nous concentrer et donner un plus grand focus au mouvement d'handicap sans pauvreté pour que cela se produise. Cette dernière diapo, je vais vous laisser en expliquant comment nous croyons que le mouvement d'handicap sans pauvreté a bâti un certain élan et on espère que cela mènera à des changements. Alors, nous avons lancé une campagne
médiatique lors de la campagne électorale de 2020 pour s'assurer qu'on en parle. Et après l'élection, alors que nous étions dans une période où le gouvernement entrait à ses affaires, nous avons demandé une lettre signée par 100 Canadiens, qui est devenue 200 Canadiens, et où des différents membres de sénateurs et des personnes comme Terrell Moss, les gens se sont joints à nous et nous avons commencé donc une pétition électronique parlementaire lancée par un des représentants et nous avons obtenu beaucoup de signatures, même si c'était la période de Noël, parce qu'on voulait être en place lors de la réouverture du Parlement en février. Alors, c'était une lettre qui a été signée par 43 sénateurs qui demandaient à ce que les prestations d'invalidité deviennent réalité pour personnes handicapées. Puis, en mars, un de nos partenaires a commencé sa propre pétition, non pas une pétition parlementaire, mais une qu'ils vont présenter la semaine prochaine. Et en un jour, ils ont obtenu 10 000 signatures. Maintenant, cela représente 80 signatures de membres représentants gouvernementaux, de membres du Parlement. Et le seul parti à ne pas inclure ça dans ces recommandations dans leur plan électoral a été un parti qui a dû réagir parce que les gens demandaient à savoir où en était rendu ce projet de loi. On ne sait jamais ce qui va connaître du succès, mais nous sommes déterminés de ne pas laisser les personnes en situation d'handicap vivre avec une augmentation d'inflation qui n'est pas compensée. Alors, ceci était l'introduction que je voulais vous offrir. C'est un réchauffement, si vous voulez, pour Michael Prince, qui va maintenant nous adresser la parole. Bien, je veux dire qu'en tant que coprésident pour Handicap sans pauvreté, il n'y a pas d'option pour ne pas développer un élan. Alors, ça inclut vous tous et vous toutes qui sont ici aujourd'hui, qui participent à cette présentation. Alors, nous sommes très heureux et reconnaissants de votre présence. Alors, pour le docteur Michael Prince, Michael s'est joint à l'Université de Victoria en 1987 en tant que premier professeur Lansdowne de politique sociale à la faculté du développement humain et social. Il est également membre auxiliaire du corps professoral du département des sciences politiques de la faculté des sciences sociales à l'Université de Victoria. En tant que consultant en politique, Dr. Prince a été conseiller auprès de divers organismes gouvernementaux, fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux, de 4 commissions royales et d'un certain nombre de comités parlementaires, tant au niveau fédéral que provincial. Bénévole actif, Michael a été membre du conseil d'administration d'une clinique de santé communautaire, d'une société d'aide juridique, d'une société hospitalière et de la fondation d'un hôpital, la BC Association for Community Living. De plus, il est actuellement membre du comité de politique sociale du Conseil des Canadiens avec handicap, du comité consultatif sur la sécurité du revenu d'Inclusion Canada et du groupe d'action sur le régime enregistré d'épargne invalidité du ministère du Développement social et de la réduction de la pauvreté en Colombie-Britannique. Michael est également membre du groupe consultatif ministériel sur les personnes handicapées auprès de l'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement et de la main-d'œuvre et de l'inclusion des personnes handicapées, gouvernement du Canada. Bienvenue à vous, Michael. Alors, merci tout le monde. Je vous parle aujourd'hui de mon bureau à l'Université de Victoria sur l'île de Vancouver. Et je veux reconnaître avec beaucoup de gratitude que je travaille et vis sur le territoire non cédé du peuple Lakwaman, Esquimalt et les Premières Nations Salish dans le sud de Vancouver. Alors, merci à Andrea et Margot. Et je
Merci, bien sûr, à la voix de personnes handicapées en Alberta. Alors, aujourd'hui, je veux me concentrer sur les agendas gouvernementaux, c'est-à-dire le plan du gouvernement du Canada pour aller de l'avant avec ces prestations d'invalidité. Ce qui en fait une priorité publique, même si parfois ça ne semblerait pas être le cas, mais pour plusieurs personnes canadiennes avec handicap, il y a eu des changements de politique. À quoi cela pourrait ressembler? Qu'est-ce que ça pourrait représenter en tant que changement de direction dans la façon dont nous offrons de l'aide présentement aux gens qui vivent avec des en situation de handicap au Canada? Alors, ceci est une observation ou un rappel que le gouvernement du Canada, alors que nous sortons de la COVID, de la pandémie, nous n'avons pas encore terminé avec cela, mais le gouvernement et a tout un agenda avec des enjeux complexes, plusieurs de situations à régler depuis un certain temps. Et il y a aussi d'autres éléments dans l'ordre du jour. Alors, je vais vous rappeler ici certaines annonces de lois, de politique fiscale que le gouvernement Trudeau a annoncé dans les derniers mois ou dans le cours de la dernière année, que ça ait à voir avec le logement abordable, l'action climatique, en genre environnementaux, bien sûr, soins dentaires, qui a été annoncé dans le dernier budget fédéral, des discussions encore entourant Pharmacare et des promesses non remplies sur le système de santé. Puis, il y a eu aussi des révisions de politique intéressantes qui impliquent des gens vivant en situation d'handicap à travers le pays. Il y a une révision du, de l'aide à mourir, par exemple au Canada, différentes lois là-dessus. La ministre Qualtrough, dans certaines de ses autres responsabilités, a aussi été en train de passer en revue le programme d'assurance travail, surtout en ce qui a trait les prestations en cas de maladie et pour les travailleurs à temps partiel également. Alors, ce serait de grande importance à plusieurs Canadiens avec handicap et aussi de la loi sur l'emploi au Canada qui doit être passée en revue et les personnes en situation de handicap représentent un des 4 groupes avec les personnes autochtones et de minorités racisées. Alors, il y a plusieurs enjeux mais certainement que de naviguer à travers cette loi sur les prestations d'invalidité, ça fait partie d'une longue liste d'enjeux auxquels le gouvernement doit s'affairer et exige beaucoup d'attention et de financement. Donc, le défi, comme Michel l'a dit très bien dans ses commentaires d'ouverture, le défi pour la communauté de personnes en situation de handicap et le mouvement en général, d'obtenir l'appui nécessaire, de faire circuler le message, de continuer de faire du lobbying et de le faire de façon persistante et constante. Alors, il y a certaines inquiétudes et une de ces inquiétudes était que les prestations d'invalidité du Canada n'est pas mentionné du tout dans le tout dernier budget qui a été dévoilé par Christopher Freeland il y a 3 semaines de cela. Nous avons entendu dire que le NPD, le Parti libéral, était un accord de principe pour maintenir ce gouvernement minoritaire jusqu'à 2025, que le NPD appuierait le gouvernement ce qui a trait au budget et sur les votes de non-confiance pour offrir une stabilité au Parlement. Et il y avait, donc ces partis étaient d'accord pour travailler, aller de l'avant pour en faire un Parlement stable dans les années à venir. Mais ce qui manquait dans cette liste, c'était toute mention des prestations d'invalidité du Canada. Et ça soulevait beaucoup de questions et créait beaucoup d'anxiété à savoir pourquoi cela n'était plus
une priorité? Est-ce que c'était encore à l'agenda? Alors, comme Michel l'a dit, oui, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé en arrière-scène, dans les coulisses et dans plusieurs domaines. On parle beaucoup maintenant de l'arène parlementaire et d'introduire ce projet de loi aux communes. Et il y a aussi le cabinet fédéral. Le ministre Qualtrough a un rôle à jouer dans ce cabinet et de faire passer ses engagements et ses membres du caucus du Parti libéral à l'appui. Alors, différents organismes autochtones qui soulèvent encore d'autres enjeux d'accessibilité. Et au Canada, il y a toujours la question de relations fédérales-provinciales et comment cela pourrait bénéficier ou pourrait entrer dans le système complexe d'impôts et programmes d'appui et de revenus existants. Alors, il y a déjà eu des réunions entre des officiels de haut niveau, des réunions avec la ministre Qualtrough et sa contrepartie provinciale, les différents ministres responsables pour les services sociaux et les enjeux d'invalidité. Et il y a d'autres alliés, d'autres mouvements, le mouvement féminin ou le mouvement de pauvreté dans son ensemble qui jouent un rôle clé dans tout ça. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent, même si cela ne semble pas être le cas. Et en se gardant les doigts croisés, on espère que la loi sera introduite aux communes dans les semaines à venir, mais certainement avant le mois de juin. Et là, ça amorcerait le mouvement parlementaire. Prochaine diapo. Alors, même si il n'y a pas eu mention de prestations d'invalidité du Canada dans le dernier budget, et ce ne fait pas partie de l'accord de travail entre le NPD et les libéraux, ça ne veut pas dire que ce n'est plus à l'agenda ou que ce ne soit plus une question d'importance. Je dirais en fait que c'est une priorité publique et une priorité politique. La raison étant que il y a trois dimensions différentes. Il y a une légitimité autour du concept des prestations d'invalidité. Et comme Michel vous l'a dit également, c'est un engagement qui a été identifié dans d'autres budgets, discours de la couronne, et on a vu la loi être introduite, être présentée et devrait être introduite encore officiellement bientôt. Et il y a d'autres enjeux, surtout pour la ministre Qualtrough, qui doit voir l'introduction, la mise en œuvre d'une loi sur les prestations d'invalidité dans son rôle actuel. Et comme Michel l'a démontré, il y a clairement un besoin de longue date pour plusieurs personnes parmi la population de personnes en situation de handicap pour obtenir une aide assez importante. L'idée étant qu'il y a déjà beaucoup d'enjeux qui ont été discutés par le gouvernement. Ce n'est pas nouveau, cette possibilité. Il y a des familles avec de jeunes enfants ou personnes âgées avec un faible revenu où le Canada offre des prestations pour aider ou à réduire la pauvreté. Mais il n'y a aucun doute qu'il y a une capacité administrative dans la fonction publique d'offrir un tel programme. Alors, ce n'est pas une requête nouvelle ou une politique nouvelle et non testée. Et comme Michel l'a dit, en ce qui a trait au sondage d'Industry, il y a un intérêt politique et une popularité parmi le public. Alors, il y a une légitimité, une faisabilité, une popularité qui fait de cela une priorité sérieuse qui ira de l'avant. Alors, je suis très optimiste et confiant que cela ne va pas être perdu de vue et ne sera pas laissé de côté. Prochaine diapo. Alors, la question ici est de savoir quelle sorte de quels changements sociaux est-ce qu'on parle? Ce n'est pas un revenu de base pour tous les Canadiens, c'est un programme ciblé pour les personnes en situation de handicap. Et les grandes questions entourant ces changements seront comment définir l'éligibilité.
qui pourra y accéder. Donc, c'est un élément nouveau parce que nous allons présenter un nouveau supplément au niveau fédéral, un supplément de revenus, à un nombre encore indéterminé. On ne sait pas combien de personnes se qualifieront pour de telles prestations. Le gouvernement a indiqué que l'intention était d'offrir cela à des personnes en âge de travail avec handicap et des personnes entre l'âge de 18 à 64 ans, qui soulève la question de qu'est-ce que cela veut dire pour des jeunes qui vivent avec des handicaps ou des personnes âgées de 65 ans et plus qui vivent avec des handicaps. Alors, comment est-ce que ces prestations pourraient être offertes à ces personnes-là? Alors, c'est un processus évolutionnaire, mais non pas révolutionnaire. Oui, ça serait importé dans des programmes déjà existants. L'intention n'est pas d'éliminer d'autres programmes. Donc, le défi est de savoir comment le nouveau programme pourrait être inséré dans ces programmes existants qui ont tous des différentes règles d'éligibilité, de couverture et de système de livraison. Alors, l'idée de remplir un écart dans les systèmes de revenus, non pas pour offrir des soins en éducation, en hébergement, en services sociaux, même si, bien sûr, cela aura plusieurs implications pour la façon dont les personnes pourront accéder et se qualifier à ces autres prestations. Et il y a beaucoup d'éléments familiers déjà dans la conception de ce programme qui sont disponibles dans d'autres domaines également. Mais cette diapo montre plusieurs des sujets de conversation et une fois que le projet de loi est introduit, probablement à l'automne, septembre, octobre, novembre, lorsque le comité des chambres de communes tiendront des audiences, c'est là où les différentes communautés et familles pourront venir de l'avant et pourront offrir plusieurs réponses aux questions et poser des questions sur la conception du programme. Alors, donc, l'évolution de ce programme et jusqu'à quel point ce programme sera adéquat et complet. Ce sont des questions clés qui restent encore à déterminer dans les conversations qui auront lieu maintenant et allant jusqu'à l'automne. Parce que c'est de nature évolutionnaire, ce n'est pas un changement radical. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un potentiel de transformation. Prochaine diapo. Oh, oui, on a sauté. Voilà, merci. Alors, la question, est-ce que les prestations d'invalidité du Canada, le programme, pourrait mener à un changement de paradigme, un changement de politique? Par changement de paradigme, on parle de transformation majeure, changement majeur dans notre façon de penser, à la façon dont on appuyait des gens en situation d'handicap, en situation de finance. Et à court et moyen terme, dans les 2, 3, 4, 5 ans à venir, il est peu probable que ces prestations d'invalidité seront radicalement différentes ou révolutionnaires dans la façon dont on offre des prestations dans ce pays. Mais ce sera une question d'évolution graduelle. Il y a des éléments à l'intérieur qui ont un potentiel de changement important avec le temps. Je vais en souligner 3 ici qui pourraient changer la donne. Des changements de paradigme. Alors, quelle définition d'handicap sera adoptée pour déterminer l'éligibilité aux prestations? Et si l'on s'éloigne des anciennes définitions médicales contraignantes, nous avons un potentiel d'aller vers un modèle social plus avancé, inclusif, et façon de voir à l'éligibilité. Et cela pourrait changer la donne avec le temps. Un autre aspect, comment reconnaître les coûts supplémentaires que cela engendrait et comment est-ce que ces montants seront déterminés?
Alors, il y a des possibilités ici d'avoir des éléments qui deviendront plus progressifs avec le temps. Mais nous avons des exemples qui remontent à des décennies, sinon des siècles. Et puis, toutes sortes de revenus d'emploi ou si cela n'est pas une façon généreuse d'aller de l'avant, il pourrait y avoir une façon dont nous offrons ces programmes et ça pourrait également changer la donne. Alors, tant que notre approche dans notre pays continue de se fier aux programmes d'aide sociale provinciaux, autochtones, territoriales, etc., d'offrir de telles prestations aux personnes en situation de handicap, ce ne sera pas une notion ou un changement radical. Ça continuera d'être un élément de changement de paradigme. Alors, Michael, ce que je t'ai entendu dire, c'est que ce programme de prestation d'invalidité du Canada, que nous en sommes à mi-chemin de créer un meilleur Canada plutôt que d'être à la fin d'un cheminement même. Alors, je crois que c'est une façon juste et optimiste de voir comment ce nouveau programme de prestation pourrait contribuer à une transformation d'importance, à des améliorations dans la vie des Canadiens en situation de handicap. Une dernière diapo, c'est simplement un remerciement. Et puis, voilà, si vous avez me contacter, vous avez mes informations ici à l'écran. Merci beaucoup. Merci, Dr. Prince. Alors, je lisais toutes sortes de notes pendant que vous parliez. Et les mots que vous partagez, légitimité, faisabilité, popularité, lorsque vous dites ces mots, je pense aux mots qui connectent à l'optimisme et à l'action. Alors, oui, c'est bien ça. Ben oui, parce qu'un intérêt politique, en parlant de l'âge d'éligibilité parmi les personnes qui travaillent. Donc, il serait important de voir quels seraient des montants que nous recevons et avec quoi est-ce que nous pourrons vivre avec ces montants en Alberta en particulier. Le revenu est de mesurer dans les statistiques est de 1670 $. Alors, même si les prestations en soi ne représenteront pas un changement dramatique à ce niveau-là, mais je crois que une grande partie de changement serait dans les alentours de quelques centaines de dollars parce que le manque à gagner par mois est encore de 200 à 300 $. Alors, je suis intéressé à savoir ce que tu aurais à dire là-dessus et merci pour la présentation. Alors, j'aimerais maintenant présenter M. Brent Page. Brent a souvent l'esprit partagé car il occupe deux postes, celui de directeur associé des programmes communautaires de la Marche des dissous du Canada et celui de directeur général de la Stroke Recovery Association of British Columbia, SRABC, c'est l'acronyme. Alors, ceci est une filiale d'Afterstroke, un programme de la Marche des dissous. Brent est impliqué dans la prestation de services aux personnes handicapées, dans la défense de l'inclusion depuis qu'il a commencé à faire du bénévolat, puis a travaillé à la Croix-Rouge dans les années 70. Il a rédigé l'exposé de position de la Croix-Rouge canadienne sur la loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario et a siégé au comité d'élaboration des normes du milieu bâti du gouvernement de l'Ontario, qui a travaillé à l'harmonisation de la LAPHO avec le Code du bâtiment de l'Ontario. Il a également été membre du comité de Barrière Free BC qui a plaidé pour que l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique adopte une loi solide, efficace et applicable sur l'accessibilité en Colombie-Britannique. Le travail de Brent regroupe des programmes, des initiatives qui comprennent la technologie d'assistance, le développement communautaire, la défense des droits et la réintégration communautaire après un accident vasculaire cérébral. Brent est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en histoire et en droit international de l'Université de Toronto et a obtenu la certification de gestionnaire de la qualité de l'Université du Manitoba
et de l'America Society for Quality. Brent reconnaît qu'il vit et travaille sur les territoires non cédés de Coast Salish, les territoires traditionnels ancestraux des nations Musqueam, Squamish et Tlil-Wallou. On peut le trouver la plupart du temps en train de faire du vélo, du kayak ou de la course à pied le long du Seawall à Vancouver lorsqu'il ne consacre pas de temps à cette passion, l'histoire, les arts et l'architecture. Merci Brent d'être parmi nous. Merci Andrea, merci Michael et Michel. Heureux d'être ici. Je regarde vers le haut parce qu'il y a un aigle qui vole ici au centre-ville. Allez voir. Je crois que j'aimerais commencer en renforçant un peu ce dont nous avons déjà parlé, en nous invitant tous à réfléchir aux terres sur lesquelles nous vivons et travaillons dans notre espace aujourd'hui. Prochaine diapo. Marge Dissou voit à représenter la sécurité financière pour personnes avec handicap. Un des 3 piliers de notre nouveau plan stratégique de 3 ans. Et en fait, tout cela est une base qui est fondamentale à toute autre chose. Sans sécurité financière, les gens ne peuvent survivre pendant trop longtemps. Il y a eu une pauvreté endémique, une discrimination ce qui a trait à l'emploi et le coût de la vie en vivant avec des handicaps a été rendu plus difficile avec l'augmentation des taux d'intérêt. Alors, ceci représenterait, ce programme de prestation d'invalidité représenterait un avancement pour les personnes vivant avec des handicaps et qui, pour l'instant, vivent dans l'insécurité. Et pour cette raison, ces prestations d'invalidité sont au cœur du travail que nous faisons et nous voulons tirer avantage de cette opportunité. En termes de cette défense de droit, en travaillant avec Michel et d'autres, qui mènent cette quête de sécurité financière. Nous savons que plusieurs membres de la communauté de personnes avec handicap, que ceci ne soit pas inclus dans le budget fédéral, comme Michael en a parlé, nous aussi avons été déçus que le gouvernement ne prenne pas cette opportunité de communiquer leurs promesses. Et Glenn Baker, le président de la Marge Dissou, a rencontré le ministre Qualtrough pour parler de cet enjeu. Et elle a assuré que cela demeure une forte priorité au sein de la fonction publique. Et aussi, nous savons que les consultations auprès des familles vont être entreprises pour le plan d'action d'inclusion pour les personnes avec invalidité, y compris ceux qui ont besoin de ces prestations. Alors, Inclusion Canada est aussi un des piliers dans ce travail. Et nous voyons le budget comme une opportunité manquée de travailler vers ces avantages et ce positionnement. Alors, oui, nous croyons que cette loi va être passée et que cela continuera de voir aux besoins des communautés. Alors, en plus du travail qui se fait sur ces prestations canadiennes pour les personnes en situation de handicap, il y a plusieurs lois. Alors, les lois de réclamation au niveau provincial, combinées aux prestations présentes, cela aiderait les gens à sortir de la pauvreté. La ministre Qualtrough a été bien claire. Ses attentes sont que la prestation canadienne pour les personnes avec handicap ne représente pas un remplacement de prestations existantes, mais un supplément. Donc, il faut jouer le jeu avec le gouvernement canadien. Donc, en Alberta, il faut que ce soit suppléé par ISH. Le gouvernement ne devrait pas retirer des avantages existants. Donc, il est important de commencer à en parler maintenant pour que le gouvernement sente l'appui
de la population. Et donc, les ministres provinciaux et territoriaux doivent aussi être au courant de nos attentes, qu'ils ne retireront pas des avantages existants. Et nous voulons continuer de dire au gouvernement fédéral qu'ils doivent incorporer cela dans une loi plutôt que de laisser cela aux provinces d'incorporer cela. Prochaine diapo. Alors, les interfaces et les accès. Une fois que ces prestations seront en place, ce sera comme la marge dissous, qu'il n'y aura pas d'obstacle à l'éligibilité pour accéder à ces prestations. Et par exemple, on estime que 40% des personnes éligibles du Canada reçoivent des crédits d'impôt causés par leur invalidité. Pour des personnes avec handicap, de naviguer à travers différents systèmes pour accéder aux services et aux prestations qu'elles auraient droit peut devenir un travail à temps plein en soi. Et donc, d'introduire de nouvelles prestations, la marge de dissous veut avoir un système inclusif et simple et un point d'accès facile à utiliser pour les utilisateurs. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Comment est-ce que cela s'applique aux personnes qui reçoivent ces prestations et comment va-t-on les aider? Alors, on a en vue un guichet unique avec un appui pleinement accessible en personne, tout comme pour d'autres programmes pour lesquels il serait éligible. Alors, on travaille présentement à comprendre les meilleures pratiques pour l'accès à ces prestations dans d'autres juridictions à travers le monde. Et en progressant, nous allons collaborer avec d'autres parties prenantes à travers le pays et voir d'autres points de vue pour à quoi pourrait ressembler cette interface. On partagera ce que l'on aura appris avec le gouvernement fédéral. Le statu quo ne suffit pas. Une fois que les prestations sont en place, le Parlement aura décidé que les gens ont le droit à ces ressources. Et si le gouvernement fédéral n'encourage pas que toute personne éligible avec handicap obtienne ces prestations, leur travail ne sera pas terminé. Il faudra continuer de travailler jusqu'à ce que toute personne éligible ait accès. Prochaine diapo. Finalement, l'emploi. Alors, comme plus grand employeur de personnes en situation de handicap, le gouvernement fédéral doit reconnaître que les personnes en situation de handicap, ou pour personnes en situation de handicap qui peuvent et qui veulent travailler, devraient avoir accès à ces prestations. Et comme nous savons de différents programmes provinciaux, ces programmes peuvent être souvent punitifs pour des gens qui sont en besoin d'emploi. Donc, il y a différentes raisons pour lesquelles les gens pourraient recevoir certains financements ou peut-être dans un secteur où l'emploi est précaire et où ils ne pourraient pas accéder. Alors, ce sont des situations changeantes et complexes où les gens, qui affectent la vie des gens en situation de handicap. Ça veut dire que le seuil de revenus devrait être haut, certains emplois doivent être offerts et différents services d'emploi avec des références à des programmes devraient être disponibles. Et cela termine ma présentation. Je veux vous remercier d'être présent et remercier les membres du panel, Michael et Michel. Et bien sûr, je veux vous remercier à tous et à toutes d'être présents ainsi qu'aux organisateurs. Sam, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un œil sur les questions? Je pense qu'il y a peut-être quelques questions spécifiques au présentateur.
Oui, et certaines de ces questions ont déjà trouvé réponse. Oui, je peux répondre à une de ces questions. Une des questions qui est survenue, comment est-ce qu'on joint le mouvement d'handicap sans pauvreté? Un bon endroit où commencer, c'est handicapsanspauvreté.ca en anglais, disabilitywithoutpoverty.ca. Il y a une lettre, une lettre d'envoi, et là, nous sommes à refaire notre site web, donc il y aura une page spécifique à l'Alberta, et vous pouvez me rejoindre directement également, Andrea à disabilitywithoutpoverty.ca. Il y a Facebook, Instagram, et nous travaillons très fort présentement sur où on est rendu le projet de loi. Alors, hashtag Where is the bill en anglais. Alors, on partagera tout cela avec tout le monde lorsque différentes informations deviendront disponibles. Mais oui, vous pouvez me rejoindre n'importe quand et je serai heureuse. Hashtag Where is the bell? Voilà, je ne l'oublierai jamais. Alors, si vous voulez bien, j'ai eu une discussion avec Shelley du Nouveau-Brunswick sur différents aspects de différentes choses. Alors, elle nous parlait d'une lettre d'entente qui est sur la table au Nouveau-Brunswick. Êtes-vous au courant d'autres mémoires d'entente qui traitent des prestations d'invalidité du Canada? Non. Alors, Charlie, est-ce que vous parliez de façon générale sur la loi au niveau du Canada même? Ou Michael peut-être serait au courant? Que lorsque nous parlons de lettres d'entente, nous ne sommes pas encore rendus là. Alors, Charlie, s'il vous plaît, j'aimerais continuer cette discussion avec vous et Michael et Brent sur toutes choses qui s'y rattachent. Mais l'autre chose que Charlie a parlé, qui a refait surface, c'est qu'une fois de plus, il y a plusieurs membres du Parlement qui ont dit clairement que cette lettre d'entente n'auront pas d'impact négatif sur les prestations d'invalidité. Alors, oui, c'est très utile pour nous tous. Alors, oui, mon courriel, c'est michel@disabilitywithoutpoverty.ca. Mais je crois qu'il est important de voir combien et comment progresser. On parle de la nature transitionnelle ou transitoire de la nature de cette chose dont Michael parle. Charlie, vous avez mentionné dans vos commentaires, et je sais que ce n'est pas tout le monde qui peut voir ces commentaires, mais pour que ce soit un montant fixe n'est pas tout à fait juste, parce que même quand j'ai montré les différences entre Vancouver et St. John's à Terre-Neuve, André a parlé d'Alberta, que les montants, hein, quand on parlait, par exemple, des prestations pour vétérans, tout ça, les montants là sont tous différents. Alors, une des choses dont nous n'avons pas parlé, c'est quels sont les coûts de vivre en situation de handicap. Nous n'avons pas de données là-dessus au Canada. On ne peut aller que sur des estimés, sur des statistiques internationales qui peuvent représenter jusqu'à 40% de coûts associés à l'invalidité. Alors, combien cela prendrait vraiment pour que les gens puissent sortir de la pauvreté? On ne parle pas d'unicorne et d'arc-en-ciel, là. On parle de gens qui veulent passer au-delà du seuil de la pauvreté. Alors, Michael, peut-être que tu pourrais en parler un peu plus sur comment tout cela va fonctionner, comment ce supplément, quel changement cela pourra apporter à la vie des gens. Eh bien, je pensais à la question de Charlie qui vient du Nouveau-Brunswick en passant, qui a mentionné un mémoire d'entente.
Ça pourrait être un exemple qu'il faudra peut-être obtenir de façon bilatérale. Il y a plusieurs provinces qui n'ont pas de programme d'aide aux personnes en situation de handicap. C'est le cas. L'Alberta, oui. Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l'Ontario ont de telles prestations. Manitoba, oui. Et à l'est de l'Ontario, eh ben, c'est différent. Alors, la question est, bon, Nouvelle-Écosse, l'île Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Labrador n'ont pas ces prestations. Alors, il y a présentement des milliers de personnes qui ont été retirées du programme récemment. Alors, qu'est-ce qui doit se produire? C'est que le gouvernement doit devoir négocier des accords, des lettres d'entente, si vous les appelez comme ça, comment l'éligibilité sera déterminée pour des gens qui sont sur des programmes provinciaux pour se qualifier pour le supplément fédéral. Et c'est peut-être de cela que Shirley veut parler. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a un très fort incitatif pour que les provinces, surtout celles qui offrent des niveaux plus faibles d'appui dans l'Est du Canada, beaucoup plus que dans l'Ouest, des incitatifs pour en arriver à un accord. Et si c'est un gouvernement qui est ouvert à cela et qu'il y a des ministres très forts comme Dominique Leblanc et d'autres au Nouveau-Brunswick, d'aider à faciliter ces accords entre provincial et fédéral. Alors souvent, c'est comme ça que la politique se passe au Canada. Quand on parle au supplément de revenu garanti, par exemple, le gabarit pour cette prestation, bien, ça, on pensait que ça allait être un programme temporaire au début parce que, bon, peut-être qu'on n'en aurait plus besoin quand les gens auraient à passer à travers une certaine période. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand cela a été présenté, 6 provinces ont ajouté leur propre supplément. Alors, on a un supplément sur le supplément dans certaines provinces. Et cela pourrait se produire ici également. Alors, une fois de plus, pas toutes les provinces n'auront la capacité financière ou la capacité ou l'intérêt de le faire. Mais l'on pourrait voir, et non, soyons audacieux, imaginatifs, poussons les choses de l'avant. Je suis intrigué par ce que le Nouveau-Brunswick fait, mais la question d'éligibilité, et les ministres l'ont dit ouvertement, c'est un programme ciblé, ça va dépendre des revenus existants, ça ne sera peut-être pas pour 5 ou 6 millions de Canadiens avec handicap, peut-être même pas pour 2 millions de Canadiens avec handicap. Alors, on ne le sait pas pour l'instant, mais le mouvement doit amener des éléments spécifiques à cela pour que cela soit aussi concret et réel que possible parce que, à un moment donné, on parlera de dollars et vous savez que les gens, les départements de finances et autres vont faire ce qu'ils font qui est toujours d'être conscient des coûts. Et on sait que le gouvernement fédéral essaie de réduire son déficit et de sortir d'une période de pandémie. Là, on va à contre-courant en disant non, non, voici un nouveau programme de revenus permanent. Alors, le ministre Freeland dit ben, nous, on se débarrasse de cela, ça, ce n'est que temporaire. Non. Alors, on est comme le saumon qui essaie de remonter le courant alors que l'eau coule dans l'autre direction. Alors, plus on peut rendre cela concret, faisable, comme je l'ai dit, légitimité, faisabilité, etc. Des mots comme action, optimisme, possibilité. Il faut convaincre les gens que c'est non seulement la bonne chose à faire, mais que c'est une chose importante à faire et que c'est faisable. Ça ne va pas briser la banque. On va le relier aux idées d'emploi le plus possible. Et ce n'est pas simplement distribuer de l'argent, certains Canadiens s'inquiètent de ça, mais c'est d'investir dans les gens, que ce soit par l'inclusion communautaire, participation, inclusion, peu importe. Pleine citoyenneté dans tous ces niveaux. Je vais m'arrêter là parce que je risque d'aller trop loin. Oui, eh bien, il semble qu'il y avait, Michel, un dernier commentaire. Oui, c'est un calcul très simple, Michael. Le nombre de personnes multiplié par
les contributions, eh bien, ça vous donne le budget. Et nous avons une communauté et nous devons croire, travailler sur les choses auxquelles nous croyons. Et comme Brent, tu en as parlé, ce qu'on entend, et il y a des éléments qui enlèvent l'incitatif au travail. Mais qui d'autre? À qui d'autre est-ce que l'on parle de cette façon comme cela, qu'on on va travailler pour gagner de l'argent, mais on peut nous l'enlever. Alors, comme Michael l'a dit, ces prestations offrent une telle opportunité. Il y a tellement de choses que nous pouvons finalement bien faire. Individualisation pour que les gens aient la liberté d'avoir un revenu toute leur vie. Et la question de qui reçoit ces prestations et qu'est-ce qu'ils en font et qu'est-ce qui se produit à votre assurance emploi. Eh bien, le A, c'est assurance parce qu'on paye pour cela. Hein, assurance emploi. Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ça, je suis très enthousiasmé par le travail qui se fait par Inclusion Canada, par le handicap sans pauvreté, et j'espère que dans les quelques mois à venir, quand vous entendrez parler des consultations qui vont avoir lieu, que vous avez toute la possibilité de participation et de partager vos idées, vos pensées et dire ce que vous voulez vraiment voir se produire. Et on travaille tous très fort pour atteindre nos objectifs. Je pourrais continuer pendant bien longtemps, mais alors merci pour ce pont au mot de clôture. Le modèle dont nous parlions au début, oui, du clavardage, des questions dans le clavardage et des informations qui s'y trouvent. Mais le programme même ne peut être réalisé sans que l'on parle tous de ce programme dans les communautés, qu'on appelle nos représentants gouvernementaires. Parlons fort, parlons avec fierté pour que cela se produise. Merci à Michel, Michael et Brent de votre passion, c'était palpable. Merci à tous ceux qui ont participé, merci à nos interprètes de langue des signes, merci à Handicap sans pauvreté pour cette opportunité de collaborer. Et rappelez-vous, alors que vous quittez cette conférence, ensemble, on a tout le pouvoir. Bravo, très bien dit. Merci.